Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pourquoi sont-ils si uniques. Aujourd'hui on s'attaque à l'un des grands doyens de l'univers Marvel, j'ai nommé le Submariner Namor. C'est un personnage très particulier car l'ancienneté de Namor est vraiment quelque chose qui a façonné son histoire. À la base il était plus prévu pour être un antagoniste, mais avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le personnage va devenir plutôt une sorte d'entité grise. Bon, évidemment, je le répète à chaque émission, vous commencez à le savoir, mais le concept de pourquoi sont-ils si uniques reste quand même de mettre en lumière les personnages de Marvel, tout en retraçant leur histoire date par date. Mais voilà, Namor ayant plus de 83 ans, ça en fait des comics et des apparitions, donc on ne va pas pouvoir parler de tout. Nous allons nous concentrer sur ce que j'estime le plus pertinent et le plus important concernant son histoire. Sur ce, si vous êtes prêts, ne tardons pas plus longtemps, parlons du roi d'Atlantis, alias le fils vengeur des Atlantes. Voyons ensemble pourquoi Namor est si unique. My people call me Akukungkan, but my enemies call me Namor. Nous sommes le 31 août 1939 et cette date est très importante car elle symbolise la sortie du tout premier comics de la firme Timely Publications, qui deviendra dans le futur la célèbre entreprise que vous connaissez tous, Marvel Comics. Bien évidemment, qui dit premier comics de la firme Marvel dit forcément l'apparition de leur premier super-héros. Et Namor en fait partie. Dans la première production, nommée Marvel Mystery Comics, nous suivons les aventures de plusieurs personnages, séparés en petites histoires. D'un côté, nous retrouvons la Torche Humaine de l'époque, alias Jim Hammond, l'Ange, alias Thomas Holloway, ou encore le Masked Rider, alias Jim Gardley, etc., etc. Mais parmi tous ces nouveaux super-héros se retrouve un certain Submariner, j'ai nommé Namor. Dans sa toute première épopée, Namor, qui vit dans les profondeurs de l'océan, va tomber nez à nez avec des plongeurs enquêtant sur la disparition d'un navire. Se sentant menacé, le Submariner va rentrer en confrontation avec les plongeurs, qu'il prend pour des robots. Et ni une ni deux, il va les assassiner, en plus de détruire le bateau de l'équipage. Le massacre terminé, Namor va s'empresser de ramener les cadavres de ses deux victimes dans un royaume gisant dans les profondeurs de l'océan. Il s'agit d'Atlantis. Là-bas, le Submariner ira présenter ses trophées à l'empereur et fera la terrible découverte que les plongeurs étaient en réalité des humains, des hommes de la surface, derrière leur scaphandre. Cependant, à sa grande surprise, Namor est félicité pour ses actes. La mère du protagoniste, la princesse Fen, explique à son fils qu'elle est très fière de voir que l'héritier du trône est déjà dans une démarche de conquête par rapport aux humains et qu'il a déjà commencé à entamer la vengeance souhaitée du peuple atlante envers le monde de la surface. Namor va donc logiquement demander à sa mère pourquoi les Atlantes en veulent aux hommes de la Terre, et c'est alors que cette dernière va nous conter une première origin story. 20 ans plus tôt, les hommes ont effectué d'innombrables expériences d'armes ou autres arsenaux dans l'océan. Et sans le savoir, ces derniers ont causé d'immenses dégâts qui ont touché le royaume d'Atlantis, causant la mort de plusieurs Atlantes. La jeune princesse Fen, très dévouée envers son peuple et son royaume, a donc soif de vengeance. Et vu qu'elle est celle qui ressemble le plus à une humaine parmi son peuple, eh bien c'est elle qui est envoyée à contre-cœur pour découvrir ce qui se trame dans le monde de la surface. Là-haut, Fen, en pleine mission infiltration, s'est fait recueillir par les marins d'un navire. Choqué de voir une femme seule dans les eaux glacées, Fen est amené au capitaine du bateau, un certain Leonard Mackenzie. Et les deux protagonistes vont tout doucement apprendre à se connaître. Sauf qu'avec le temps, Fen va finalement tomber amoureuse du capitaine. Et de cette union va finalement naître Namor, un hybride mi-atlante, mi-humain. Malheureusement, cette histoire de vengeance reste quand même toujours d'actualité. Et les Atlantes, toujours en colère, vont retenter de confronter les humains
qui vont anéantir leurs assaillants. Le peuple atlante a été décimé et il aura fallu plus de 20 ans pour reconstruire le royaume et être prêt à faire leur grand retour. Namor, désigné comme un élu de son peuple, comme le fils vengeur alliant les forces du monde de la surface et celles des océans de par sa condition, va donc prendre son rôle très à cœur. Galvanisé par sa mère, le prince va repartir pour engager la guerre avec le monde de la surface et commencera les hostilités avec une attaque sur un phare gardé par de nombreux gardes qu'il neutralisera. Ce premier comics intégrant Namor est très intéressant car il nous permet de comprendre la vision des dessinateurs concernant le personnage. Namor est un véritable surhumain, aucun homme ne peut le confronter et aucun Atlante n'est son égal. Il y a vraiment un côté élu. Tout est fait pour nous démontrer l'unicité de ce personnage. Et cette unicité possède une importance pour le récit car déjà, la condition hybride de Namor est avant tout là pour permettre au personnage d'effectuer ses aventures dans le monde de la surface. Néanmoins, bon, il va falloir en parler, Namor est un héros qui va énormément servir la propagande américaine concernant la Seconde Guerre mondiale. Je vous le rappelle, mais nous sommes quand même en 1939. Effectivement, le fait que Namor est un Atlante qui a peu côtoyé le monde de la surface est un élément clé qui va permettre aux dessinateurs de nous proposer une image unique de l'Amérique au travers des yeux d'un personnage normalement neutre et qui ne connaît rien aux hommes. Et soit dit en passant, c'est la première fois que New York apparaît dans un comics Marvel, donc il fallait trouver un moyen cohérent de montrer la ville au lecteur. Et du coup, alors que Namor a tout pour devenir un véritable antagoniste, une véritable menace pour l'humanité, étant désigné comme le fils vengeur des Atlantes envers les hommes, avec la guerre, le personnage va plutôt se dévoiler comme une entité grise. C'est-à-dire que cette histoire de vengeance restera quand même toujours d'actualité, mais finira plutôt au second plan pour que Namor inspire les citoyens américains en combattant les forces du Troisième Reich. Le 13 octobre 1939 sortira le second comics de la saga Marvel Mystery Comics. Namor, toujours en quête de vengeance, va finalement atterrir dans la ville de New York. Ne connaissant rien à la vie humaine, le personnage va découvrir avec ses yeux d'Atlante ce qui compose la vie de la surface. Désireux d'entamer la guerre avec les humains, le prince va effectuer par-ci par-là quelques frasques qui vont alerter la police locale. À terme, Namor va tenter de kidnapper une jeune femme pour en faire son otage, sauf que la police interviendra. Et durant la confrontation, Namor va noyer un des policiers. Interloqué par cette nouvelle menace, la police va mettre au point un stratagème pour attraper le Submariner. Une jeune policière du nom de Betty Dean sera désignée pour faire l'appât en simulant une fausse noyade. Bien évidemment, Namor, n'étant pas foncièrement mauvais, sera attiré par la ruse des policiers et va aller sauver la jeune femme. Néanmoins, se rendant compte sur le fait de la supercherie, Namor va emmener Betty beaucoup plus loin dans la mer. Et c'est alors que sous ses yeux, un sous-marin allemand est en train d'attaquer un cargo britannique. Sans hésitation, Namor va sauver le cargo et les hommes à bord, puis détruira le sous-marin attaquant. Betty, très surprise des capacités de Namor et de ce qu'il est capable de faire, va tenter de le convaincre de rejoindre les forces alliées. Cette dernière va faire comprendre à Namor que les Américains ne sont pas de mauvaises personnes. Et que justement, Namor devrait s'allier à eux, car le Troisième Reich gagne en puissance, et ces derniers sont une menace pour le monde entier, ce qui veut dire qu'Atlantis en fait partie. Les Américains et Namor ont donc un ennemi commun, et tout cela va faire réfléchir le jeune prince. Et c'est là que l'histoire de Namor devient très particulière. En fait, avec l'apparition de la guerre, les comics vont petit à petit installer une certaine propagande pour toucher les jeunes lecteurs. Là où le premier comics instaure quand même des éléments clés pour Namor, ainsi qu'une direction pour le développement de son personnage, la Seconde Guerre mondiale va complètement chambouler tout ça. Et à terme, de 1939 aux années 50, Namor va devenir un héros de propagande comme ses autres compères de l'époque. Par exemple, il va continuer ses aventures dans la saga Marvel Mystery Comics, qui contient quand même plus de 92 histoires. Il aura également une série dédiée à partir de 1941 nommée The Submariner Comics. Il apparaîtra également aux côtés de la Torche Humaine ou encore Captain America dans la série Young Men dans les années 50. Mais voilà, avec la guerre, Namor sera peu développé. Il jonglera entre vengeance des Atlantes,
combat contre les forces allemandes, de nouveau sa vengeance, puis encore des affrontements contre le Troisième Reich, et finalement, arrivé dans les années 50, avec la fin de la guerre et l'arrivée de la guerre froide, Namor se mettra à affronter les communistes, jusqu'à au final tomber petit à petit dans l'oubli. À l'époque, vers la moitié des années 50, l'industrie des comics va plutôt mal. Il y a clairement un déclin concernant la popularité des comics liés aux super-héros. Et pour cause, étant devenu un outil de propagande, eh bien la fin de la Seconde Guerre mondiale va complètement desservir la vente de comics. Donc si Namor finit petit à petit par tomber dans l'oubli, eh bien c'est parce que Timely Publications eux-mêmes commencent à sombrer. Mais vous vous en doutez, l'histoire va renaître et pas de n'importe quelle manière. Puisque le 8 août 1961, la saga Fantastic Four va émerger. La nouvelle série principale dont la continuité s'étend jusqu'à aujourd'hui. Timely Publications renaît de ses cendres et devient à partir de ce moment-là l'entreprise que vous connaissez tous, j'ai nommé Marvel Comics. Ce qui va nous intéresser à partir de maintenant, c'est le comics numéro 4 des Fantastic Four, sorti le 8 février 1962, car c'est le grand retour de Namor. Là-bas, nous suivons bien évidemment les aventures des 4 Fantastiques. Comme à leur habitude, la Chose et la Torche sont en train de se chamailler. Et cette fois-ci, Johnny, saoulé, va finalement vouloir s'isoler pour être tranquille. Installé dans un hôtel, le protagoniste va lire un comics retraçant les folles épopées de Namor durant la guerre. Et Johnny va même se poser la question de savoir ce qu'il est devenu. Car après tout, Namor, d'après les légendes, il est censé être immortel et surpuissant, donc il doit bien toujours exister quelque part. C'est alors que, coup de théâtre, dans ce même hôtel, un vieil homme qui semble avoir perdu la mémoire se met à se battre avec d'autres personnes. La Torche va donc intervenir et va finalement se rendre compte que l'amnésique est en fait le légendaire Submariner, Namor, le prince d'Atlantis. Interloqué de retrouver le héros de ses comics, Johnny va prendre Namor sous son aile et va tenter de trouver un moyen de lui redonner la mémoire. Une idée va alors submerger dans l'esprit de la Torche. Si l'amnésique est bel et bien Namor, alors, de par sa condition d'Atlante, la mer et l'océan devraient pouvoir lui venir en aide. Johnny va alors plonger le Submariner dans l'eau. Et ni une ni deux, Namor va retrouver ses pleines capacités et son esprit. Son premier réflexe sera bien évidemment de retourner à Atlantis. Malheureusement, le temps a passé. Namor, qui était devenu le roi et le dirigeant du royaume, a été absent pendant de longues années. Et Atlantis n'est désormais plus qu'une ruine fantôme. Il n'y a plus aucun Atlante là-bas. Le prince, enragé, va donc suspecter les hommes d'avoir causé cette tragédie, de par les histoires passées du royaume, et cela va raviver ce profond désir de vengeance qui l'animait depuis le départ. Une fois revenu vers Johnny, Namor annonce la couleur. Il est temps pour lui de détruire l'humanité. Affolé, la Torche va appeler les 4 Fantastiques en urgence, car Namor est déjà en route pour saccager New York. Un combat va alors éclater entre le groupe et le Submariner. Et élément intéressant, Namor va tomber sous le charme de Susan Storm, la femme invisible et épouse de Reed Richards. Mais finalement, à terme, Namor sera repoussé grâce aux actions de Johnny. Le prince, désormais roi, avertit l'équipe qu'il reviendra et que cette histoire est très loin d'être terminée. Ce retour est intéressant car il annonce clairement la renaissance du personnage dans une nouvelle ère moderne de la saga Marvel. Tout ce qui composait Namor à l'époque a été retranscrit pour respecter le personnage et nous confirmer que, ok, Namor c'était ça avant, on ne l'oublie pas, on respecte son histoire, mais il est désormais temps de passer à autre chose. La mise en abîme de Johnny, lisant un comics centré sur Namor, est pleine de sens, car cela retranscrit l'utilité du personnage dans les années 40. Namor était un héros de propagande, une légende qui influençait les lecteurs de comics. D'ailleurs, le fait que ce soit Johnny qui permet à Namor de retrouver la mémoire n'est pas anodin, car cela fait écho à la liaison que Namor avait à l'époque avec l'ancienne Torche humaine Jim Hammond. Et tout comme sa relation avec Betty Dean, ici Susan Storm reprend un peu ce rôle de femme qui ne laisse pas le Submariner indifférent.
Et bien évidemment, la perte de mémoire, le fait que Namor soit devenu une sorte de SDF, tout ça je pense que vous l'avez compris, mais c'est lié au fait que le héros n'était devenu qu'un souvenir avec le déclin de l'industrie des comics. Néanmoins, tout ça c'est désormais révolu. Namor est de retour sur la scène. Le Submariner réapparaîtra ensuite dès le comics numéro 6 des 4 Fantastiques, sorti le 12 juin 1962. Après l'intégration du Dr Doom dans le comics 5, nous ferons face ici à une alliance des 2 personnages pour confronter l'équipe des 4 Fantastiques. Pour faire bref, Doom va manipuler Namor en lui rappelant la souffrance que le peuple Atlante a subie à cause des humains, ce qui va pousser le Submariner de nouveau en colère à s'allier au Docteur. Par le biais de la technologie de Doom, le Baxter Building, le QG des 4 Fantastiques, sera emmené dans l'espace avec l'équipe de super-héros à l'intérieur. Finalement, grâce à la parole de Susan Storm, dont Namor semble être plutôt sensible, et se rendant compte que Doom n'en a rien à faire de son coéquipier qui risque de mourir également avec les 4 Fantastiques, Namor va se retourner contre le Docteur qui finira perdu dans l'espace et le Baxter Building sera finalement ramené sur Terre. 3 comics plus tard, nous retrouvons cette fois-ci les 4 Fantastiques au bord de la faillite. Nos super-héros sont dans une véritable situation de crise financière, à tel point qu'ils sont au bord de la séparation et sont obligés de vendre les inventions de Reed Richards pour survivre. C'est alors que Namor, surveillant les actions de ses ennemis depuis son lointain royaume, va estimer que c'est le bon moment pour frapper. De manière anonyme, le Submariner va investir dans un studio de cinéma grâce aux nombreux trésors qui jonchent le fond des océans et faire la proposition aux 4 Fantastiques de tourner un biopic sur leur vie en échange d'un très gros paquet d'argent qui rembourserait totalement les dettes du groupe. Bien évidemment, toute cette mise en scène était un piège. Namor va duper les 4 Fantastiques sur le tournage du film pour pouvoir s'isoler avec Sue Storm. Se rendant compte de la supercherie, Ben, Johnny et Reed voudront se venger. Mais Suzanne, sensible à Namor, réussira à calmer la situation. Le roi d'Atlantis décidera finalement, grâce à Suzanne, de respecter le contrat et le Submariner sauvera financièrement les 4 Fantastiques. Nous retrouverons également Namor le 10 janvier 1963, ainsi que Johnny Storm dans une courte histoire de la série Strange Tales. Certainement en hommage à la rivalité de la première torche humaine, Jim Hammond, face à Namor, ici nous avons Johnny qui souhaite faire ses preuves en solo en provoquant un versus avec le roi d'Atlantis. Sans oublier le comics 14 des 4 Fantastiques, où Namor sera contrôlé par le Puppet Master, soit le marionnettiste, un ennemi récurrent du groupe de super-héros qui souhaite cette fois-ci se servir du Submariner pour asservir les 4 Fantastiques à distance. Heureusement, Suzanne, dont la relation avec Namor commence à devenir spéciale, réussira à comprendre la situation en étant témoin que Namor n'est plus du tout lui-même. Néanmoins, ce qui va nous intéresser désormais, c'est la sortie du premier comics Fantastic Four annual sorti le 2 juillet 1963. Car c'est le premier avènement de Namor et du peuple Atlante dans la nouvelle saga Marvel apportée par la série des 4 Fantastiques que l'on qualifierait d'âge d'argent. Là-bas, nous retrouvons un Namor qui retourne complètement aux sources de son personnage. Effectivement, le prince des mers a enfin retrouvé le peuple Atlante, qu'il avait perdu durant le temps de son amnésie et de son absence. Le Submariner va se faire couronner et acclamer par ses congénères. Nous retrouvons d'ailleurs Lady Dorma, qui était la promise de Namor durant l'âge d'or des comics. Et c'est également l'intégration de nouveaux personnages comme le général Krang, qui était un peu le leader de substitution pendant que Namor n'était pas là. Galvanisé par les retrouvailles et n'oubliant pas la souffrance du peuple Atlante dont la dispersion a été causée par les humains, Namor, après son ascension, va directement entamer les hostilités pour déclarer la guerre au monde de la surface. En premier lieu, grâce à l'aide de créatures maritimes, il va piéger les 4 Fantastiques, ses Némésis, actuellement en croisière pour prévenir l'humanité de l'arrivée prochaine des Atlantes, et accessoirement, avoir le champ libre sans que les héros n'interviennent pour empêcher l'invasion. Cependant, grâce à l'intervention de Reed Richards, l'équipe des Fantastiques vont finalement se libérer et iront prévenir le gouvernement américain de la menace grondante que symbolisent les Atlantes. Une réunion d'urgence sera alors organisée pour comprendre la
race des Atlantes et trouver une solution dans le but de les contrer. Pour la première fois dans l'histoire des comics, grâce au docteur J.W. Fulton, nous allons avoir enfin une origin story pour le peuple atlante. L'homme des mers, comme il est appelé scientifiquement par l'humanité, serait apparemment une branche de l'évolution de l'homme qui se serait développée dans les océans, l'Homo Mermanus. Tout comme l'humanité, ces derniers ont évolué, mais dans leur cas, dans des conditions aquatiques. Ils ont connu l'âge de pierre, si on peut appeler ça comme ça, ils ont connu la chasse, les guerres, le développement de la technologie, jusqu'à devenir aussi évolués que l'homme de la surface, mais sur le plan marin. Et pour conclure, le docteur nous fera part également de l'histoire unique de Namor, comme quoi il est le premier hybride entre la race des hommes et des Atlantes, ainsi que le premier mutant, de par sa capacité de voler grâce à ses petites ailes. Désigné comme le fils vengeur de son peuple, qui doit guider les Atlantes vers la vengeance et la justice face aux actions passées de l'humanité. Néanmoins, c'est intriguant qu'un humain en sache autant sur Atlantis et son histoire. Eh bien, toute cette mise en scène était en fait une usurpation de Namor, qui était déguisé en scientifique. Le protagoniste voulait savoir le plan des hommes concernant la future guerre avec les Atlantes, et étant témoin que Reed Richards souhaite la confrontation avec Namor, enlèvera son déguisement pour faire appel à ses troupes. New York sera envahie et pris d'assaut. Ni l'armée américaine, ni les 4 Fantastiques réussiront à stopper les Atlantes. Et pire que ça, le Pentagone sera même obligé de laisser l'invasion se produire, car ils ne peuvent pas frapper New York, dont la population humaine s'élève à plus de 9 millions d'habitants. Namor a agi stratégiquement, avec surprise et réflexion. L'humanité a été prise de court. Néanmoins, c'est à ce moment qu'une idée va émerger dans la tête du brillant Reed Richards. Les Atlantes sont des hommes de l'océan, ce qui signifie que ces derniers ne peuvent respirer l'air de la surface. Ils utilisent des casques avec de l'eau à l'intérieur pour contrebalancer. Reed va donc mettre au point une machine permettant l'évaporation de l'eau, et les guerriers atlantes, à l'exception de Namor, vont tous commencer à suffoquer, les obligeant à retourner dans la mer. Désormais seul à pouvoir continuer la guerre, le roi d'Atlantis rentrera dans une rage folle et va directement comprendre que Reed est derrière tout ça. Après avoir neutralisé Richards, la torche et la chose, Namor kidnappera une nouvelle fois Suzanne en otage. Bien évidemment, les Fantastiques n'en resteront pas là et l'affrontement va continuer, sauf que malheureusement, tout va dégénérer. Dorma, qui est normalement promise à Namor, va se rendre compte que le Submariner est en réalité amoureux de Susan Storm, et dans sa colère va tenter de noyer l'héroïne. Namor et les Fantastiques vont alors être témoins du corps inanimé de Suzanne au milieu de l'océan. Ni une ni deux, l'affrontement entre les protagonistes va se stopper pour sauver la femme invisible. Suzanne, au bord de la mort, sera finalement sauvée à temps grâce à Namor, qui l'a amenée à l'hôpital quelques minutes avant qu'il ne soit trop tard. À la sortie du bâtiment, Namor sera hué par les humains. Et une fois de retour à Atlantis, il retrouvera un royaume complètement vide. Les Atlantes l'ont abandonné, horrifié que le jeune roi ait préféré sauver une humaine que de soutenir son peuple. C'est une véritable trahison. Ce comics est intéressant car nous avons enfin un peu de background concernant l'histoire des Atlantes, mais pas seulement. Déjà, on se rend compte clairement que Namor a une utilité scénaristique pour les 4 Fantastiques. Effectivement, il ne faut pas oublier que bien que nous nous concentrions sur Namor durant cette vidéo, eh bien concernant les comics pour le moment, nous restons quand même avant tout dans la saga Fantastic Four. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo dédiée à Doctor Doom, Victor avait été conçu pour être le nouvel ennemi ultime des 4 Fantastiques. Néanmoins, de par son origin story, son leadership ou encore son intelligence, on s'est rendu compte que Victor était quand même beaucoup plus un némésis pour Reed Richards, le chef des 4 Fantastiques. Et bien ici, Namor sert justement à la même chose,
mais par rapport à Susan Storm. Namor fait briller Sue Storm, la femme invisible. À chaque apparition de Namor, de par ses sentiments pour Susan, la femme invisible sera toujours l'élément clé de l'histoire permettant de résoudre la situation, et ce même dans les pires moments comme dans Fantastic Four Annual. Cependant, à contrario, c'est quelque chose qui va desservir Namor de l'autre côté, et nous démontre que le personnage n'est pas encore prêt à devenir le souverain affirmé qu'Atlantis a besoin. Namor n'est jamais juste, il n'est jamais dans la demi-mesure. Sa condition d'hybride le déchire. Un coup, il veut l'anéantissement de l'humanité, mais de l'autre côté, il n'arrête pas de la sauver, au travers de Susan, dont il veut en faire sa reine. Donc, obligatoirement, cela déplaît aux Atlantes. Et à force d'indécision, à force de tout vouloir, il finit par se retrouver avec rien du tout. Namor par la suite aura toujours ce rôle de faire rayonner entre guillemets les héros, puisque nous le reverrons dans le comics Avengers numéro 3, sorti le 5 novembre 63, où il tentera de récupérer Hulk qui est actuellement pourchassé par les autres Avengers, car il est un danger pour la population. Mais au final, une fois que Hulk sera redevenu Banner, la raison lui reviendra. Il abandonnera son allié. Et pareil pour le comics Avengers 4, où cette fois-ci, Namor va décongeler par inadvertance Steve Rogers, qui sommeille dans la glace depuis son crash en 1945. Par facilité scénaristique, Namor et Captain America ne se reconnaîtront pas à ce moment-là, avec la justification de la perte de mémoire et les problèmes liés aux souvenirs. Et au final, Namor servira d'ennemi principal pour unir les Avengers et leur nouveau membre Captain America. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et il faut désormais que Namor avance, et c'est ce qu'il va se passer dans le comics 27 des 4 Fantastiques. Par chance pour Namor, tous les Atlantes n'ont pas déserté. Une poignée de soldats extrêmement fidèles aux Submariners reviendront pour servir leur roi. Cependant, Namor est toujours aveuglé. Étant désormais accompagné par d'autres Atlantes, il va ordonner une fois de plus le kidnapping de Susan Storm pour en faire sa femme et sa reine. Namor ne semble toujours pas réaliser la situation, et même ses sujets les plus fidèles sont prêts à le déserter définitivement. De l'autre côté, Reed était sur le point de demander Sue en mariage, et sachant que son aimé est encore une fois enlevé par Namor, va rentrer dans une rage folle. Après quelques péripéties et un terrible affrontement entre les 4 Fantastiques et Namor accompagné de sa poignée de soldats, Susan va enfin mettre un terme au combat. Oui, Susan a de la sympathie pour Namor. Oui, elle a de l'affection pour lui. Mais ce n'est en aucun cas de l'amour. Le cœur de la femme invisible appartient à Monsieur Fantastique, Reed Richards. Namor restera seul et désorienté, mais aura enfin compris qu'il est temps de passer à la suite. Maintenant défait de ses sentiments à sens unique, l'ascension de Namor va enfin pouvoir s'effectuer. Lady Dorma, la promise de Namor, va aller à la rencontre des 4 Fantastiques pour leur implorer de l'aide. En réalité, à cause de la précédente trahison de Namor dans Fantastic Four Annual numéro 1, où il voulait faire de Susan son épouse, eh bien Dorma, pour se venger, est allé à la rencontre d'Atuma, un barbare atlante, pour que ce dernier ainsi que ses troupes viennent envahir Atlantis. Namor, qui a depuis retrouvé les Atlantes, va bien évidemment essayer par tous les moyens de défendre son peuple. Sauf que Atuma n'est pas quelqu'un de loyal et honnête. Le Submariner va se retrouver dans un duel l'opposant à son envahisseur. Mais ce dernier a prévu de nombreux pièges pour faire tomber le roi d'Atlantis. Comprenant l'ampleur de la situation, car Atuma est bien plus cruel que Namor, qui a démontré qu'il était un souverain quand même plus mesuré que le barbare, les 4 Fantastiques, accompagnés de Dorma, vont dans le plus grand des secrets anéantir les pièges organisés par Atuma et ses troupes, ce qui permettra à Namor de se battre en pur 1 contre 1. Bien évidemment, de par sa condition de mutant et d'hybride, Namor viendra facilement à bout d'Atuma et prouvera à tous les Atlantes présents sa supériorité. Ce que j'aime bien avec ce comics, c'est que, bon, déjà Namor passe enfin à autre chose. Il est désormais enfin prêt à devenir le souverain qu'Atlantis a besoin. Mais surtout, comme on le disait un peu plus tôt, Namor est un personnage qui fait briller
oublier les héros, et notamment les 4 Fantastiques. Et ici, le comics nous propose l'inverse. Nous sommes dans une histoire des 4 Fantastiques, mais ces derniers sont plus dans un rôle de soutien par rapport à Namor. Ils vont l'aider et le soutenir dans l'ombre. C'est comme si dans le symbole, les 4 Fantastiques rendaient l'appareil à leur ennemi. Namor les a fait briller pendant un long moment et maintenant c'est à eux de faire briller Namor et de le mettre au devant de la scène. Le protagoniste réapparaîtra dans le comics X-Men numéro 6, car on le rappelle quand même, mais de par sa condition, Namor est un mutant. Nous le reverrons également dans Daredevil 7, où le Submariner voudra confronter l'humanité juridiquement pour toute la pollution qu'ils amènent dans les océans, mais le prochain gros morceau de l'histoire de Namor, ce sera la saga de comics Tale to Astonish, à partir du numéro 70. Suite à ses péripéties sur la Terre avec Daredevil, Krang, le général Atlante qui était présent dans le comics Fantastic Four annual, revient pour faire un coup d'état durant l'absence du roi d'Atlantis pour prendre le pouvoir. Décidé à assumer son rôle, Namor ira directement à la confrontation. Malheureusement, il finira enfermé. Par le biais de Dorma, le Submariner va finalement réussir à s'enfuir, et avec un projet en tête: retrouver le trident de Neptune, une arme ancestrale disparue et très symbolique pour les Atlantes. À terme, Namor finira par passer plusieurs épreuves pour trouver la fameuse arme. Il enchaînera la quête des indices, sauf qu'au moment où il approchera du but, Lady Dorma sera gravement blessée. Sans hésiter, le Submariner abandonnera sa quête pour sauver sa promise. Et c'est alors que, témoin du profond courage et du cœur puissant que possède Namor, Neptune lui-même interviendra pour octroyer sa bénédiction au fils vengeur. Et Namor réussira par la suite, grâce à la nouvelle puissance que lui octroie l'arme, à défaire Krang et redevenir le souverain légitime d'Atlantis. Par la suite, la saga Astonish développera de nombreux comics, où nous pourrons suivre la vie de Namor. Krang sera de retour dès le comics suivant. Il kidnappera Dorma et nous ferons face à une course-poursuite où Namor tentera de la sauver, incluant au passage d'autres personnages comme Iron Man dans la saga Tales of Suspense. Nous aurons également le retour d'Atuma ou encore Bira, le cousin de Namor, mais le plus intéressant sera quand même la fin de l'épopée. En fait, nous commençons à arriver à un moment un peu particulier de l'histoire de Namor. Contrairement aux autres personnages de comics, Namor fait partie des toutes premières entités de l'univers Marvel. Là où les 4 Fantastiques n'ont que 6 ans d'existence, eh bien Namor a déjà presque 30 ans. Il y en a eu des comics le concernant, des histoires, des dessinateurs qui se sont occupés de lui. Il a traversé le temps, il a connu l'époque Timely Publications, puis leur renouveau en Marvel Comics, bref, Namor a du vécu quoi. Sauf que c'est là qu'une difficulté se dessine. À l'époque, Namor servait avant tout de personnage de propagande durant la guerre. Sauf que quand Timely Publications a tout balayé pour tout recommencer et s'est relevé, Namor était toujours là, et c'est ça le point important. Namor manque de profondeur, son histoire a connu d'innombrables facilités scénaristiques ou autres pansements pour coller à l'ère moderne de la saga Marvel. Mais du coup, de l'autre côté, on perd en cohérence et en justification. Namor a décongelé Steve Rogers, mais ne le reconnaît pas, alors que pourtant ils ont combattu ensemble pendant la guerre. Il ne reconnaît pas Hulk dans la saga Tales to Astonish, alors qu'ils se sont côtoyés dans les premiers comics Avengers. Et on mettra ça à chaque fois sur le dos de la pseudo-amnésie entre l'âge d'or, soit l'époque de la guerre, et l'âge d'argent, l'arrivée de la saga des 4 Fantastiques. Du coup, pour pallier à ça, 2 stratégies seront optées pour le développement du personnage de Namor. D'un côté, les dessinateurs de Marvel Comics vont juger que le meilleur moyen de faire briller le Submariner, avec son manque de profondeur, c'est de le faire participer dans un groupe, ou du moins qu'il soit en partenariat avec d'autres personnages. Et de l'autre côté, des comics sur la période de l'âge d'or de Marvel seront développés, des comics qui étofferont le passé ou qui seront dans une réécriture beaucoup plus profonde de cette période. Suite à l'épopée Tales to Astonish, le dernier comics de la saga, ainsi que le comics Iron Man and the Submariner, se concentreront sur la justification de l'amnésie du personnage. Alors que Namor vit de nombreuses péripéties où il va se retrouver seul dans une caverne, le roi d'Atlantis va commencer à faire de drôles de rêves et ressent une drôle de sensation, comme une sorte d'appel. À force de suivre ses sens, Namor atterrira finalement en Antarctique, et plus précisément dans une sombre caverne. Là-bas, un drôle de personnage va faire son apparition.
et va narguer Namor en lui rappelant des souvenirs enfouis que le Submariner avait oubliés. Finalement, l'antagoniste va s'identifier et nous expliquer son histoire. De son vrai nom, Paul Destine, il était un mentaliste avec certaines capacités télépathiques, lui permettant de faire son beurre dans des carnavals. Mais un jour, sa télépathie va le guider à prendre son envol pour se diriger vers l'Antarctique. Le personnage va donc monter à bord du bateau du capitaine Leonard Mackenzie. Et une fois arrivé, l'autoproclamé Destiny va faire la découverte d'une relique ancienne, un casque de puissance qui va grandement améliorer ses pouvoirs. Néanmoins, étant actuellement trop faible dans les années 1920, Destiny va entrer en hibernation. Et ce jusqu'en 1958, où à son réveil, il essaiera ses nouveaux pouvoirs. Paul va engendrer d'innombrables tremblements de terre, et bien évidemment, étant en Antarctique, Atlantis sera touché. Ce qui va conduire Namor, envoyé par l'empereur, à enquêter sur le phénomène. Finalement, le Submariner va rencontrer ce fameux Destiny, mais sera malheureusement vaincu. Destiny va donc envoyer Namor à New York et le rendre amnésique et causer la destruction d'Atlantis, provoquant au passage la mort de l'empereur et de la princesse Fen, la mère de Namor. Néanmoins, ne se sentant pas encore assez puissant, Destiny va retourner en hibernation, encore une fois, et ce, jusqu'à l'ère actuelle. Ayant maintenant pleinement conscience de ses souvenirs disparus et désireux de vengeance par rapport à la mort de sa mère, Namor part à la recherche de Destiny, qui a profité des visions du Submariner pour s'enfuir. Nous le retrouverons 6 comics plus tard, où ce dernier va tenter de devenir président des États-Unis pour déclencher le chaos partout sur Terre. De par sa campagne présidentielle, Namor va retrouver non sans mal son ennemi, et un affrontement va s'engendrer. Grâce à son casque de puissance, Destiny va prendre le dessus sur Namor et le jeter du haut d'un immeuble. Sauf que, dans un excès de confiance et de folie des grandeurs, Destiny va jeter son casque de puissance, assurant qu'il est désormais tellement puissant qu'il n'en a plus besoin, et se prépare à l'éviter de lui-même depuis le haut de l'immeuble. Mais, en sautant du toit, Paul Destine va finalement juste s'écraser au sol et provoquer sa propre mort. La saga Submariner donnera beaucoup de liberté à Namor, lui permettant de se développer et raccrocher certains événements du passé. Nous aurons l'occasion de retrouver Betty Dean, le premier amour de Namor, maintenant très âgé, ou encore Toro, l'un des premiers héros de l'époque de l'âge d'or qui a côtoyé Namor, des histoires liées à d'autres personnages, que ce soit des héros comme les Avengers ou des antagonistes comme le Docteur Doom ou MODOK. Bref, la saga Submariner comptera plus de 72 histoires et se terminera le 18 juin 1974. Entre-temps, Namor apparaîtra toujours de temps en temps pour agrémenter certaines histoires, comme dans Fantastic Four 104. Il intégrera également l'équipe des Defenders dès 1972, aux côtés notamment de Doctor Strange ou encore Hulk. Enfin, il apparaîtra aussi dans la saga Invaders, retraçant les histoires du passé en compagnie de Captain America, Bucky ou encore la Torche de l'époque, et nous le retrouverons également dans Super Villain Team Up en duo avec le Docteur Doom jusqu'en 1980. En fait, là où la neutralité de Namor pourrait symboliser une faiblesse, l'empêchant de véritablement fusionner avec soit les gentils soit les méchants, eh bien c'est également une très grande force. Namor est passe-partout. Dès que l'histoire ou les enjeux touchent l'océan, il y a moyen de le ramener dans l'histoire et de le faire participer. Et ce, peu importe les personnages impliqués. Bon, et par la suite, Namor suivra toujours et encore la même trajectoire. Il jonglera entre histoire du passé, aventure en équipe ou encore réécriture de son origin story. Je crois personnellement que c'est l'un des personnages qui aura eu le plus de comics retraçant son histoire de base. Mais bref, je pense qu'il est désormais temps de conclure avec une épopée qui pour moi permet de mettre en lumière l'essence de Namor. C'est la saga New Avengers Volume 3, précédant la seconde édition de Secret Wars. C'est le moment où les Illuminati, le groupe très secret de super-héros, dont Namor fait d'ailleurs partie, vont découvrir la menace
grondante que symbolisent les incursions. Pour plus de précision, c'est la découverte que le multivers se contracte et commence petit à petit à s'écrouler. Et de cela va en résulter une réaction naturelle où les univers vont commencer à rentrer en collision. La solution, au premier abord, est simple, puisque quand deux univers entrent en collision, cela provoque l'anéantissement total des deux côtés, et par conséquent la totalité de la vie qui les composait. Du coup, il faut détruire l'univers d'en face pour que son monde puisse survivre. Sauf que, bien évidemment, c'est là la grande partie du problème. Même si les Illuminati sont composés des plus grands héros que la Terre n'ait jamais connus, capables de prendre des décisions que personne ne veut prendre, on parle quand même ici de tuer des milliards d'êtres vivants qui n'ont rien demandé. Qui a les épaules assez solides pour assumer un tel acte? Dans le comics 21 de New Avengers Volume 3, nos héros font face à une énième incursion. Malheureusement, personne n'a le courage d'appuyer sur le détonateur qui fera exploser le monde d'en face. Tony Stark ne veut pas le faire. Reed ne souhaite pas pour des raisons morales. T'Challa, le Black Panther, se décourage au dernier moment. Bref, aucun des Illuminati n'est en capacité. Mais contre toute attente, Namor va interagir. Le Submariner va prendre le détonateur, blâmer les Illuminati pour leur faiblesse ainsi que leur hypocrisie et actionnera la bombe qui détruira le monde, prête à rentrer en collision avec la Terre 616. C'en est trop pour l'équipe de super-héros. Tout le monde se dispute avec Namor. Tout le monde se sent plus vertueux et moral que le Submariner. Mais c'est de l'hypocrisie. Namor, le roi d'Atlantis, vient de sauver son équipe ainsi que l'entièreté de la Terre 616. Il est le seul à assumer les choix difficiles. Il est le seul à avoir conscience que lui et son équipe sont des monstres. Tous les autres Illuminati se voilent la face. Ils ont tous commis des atrocités. Ils ont déjà détruit d'autres mondes et tué d'innombrables innocents. Et maintenant, ils n'assument plus. Après cet événement, plus aucun des héros ne voudront gérer les incursions. Les Illuminati ne veulent plus assumer la destruction des autres mondes et s'en iront chacun de leur côté pour profiter de leurs derniers instants. Néanmoins, ce n'est pas du tout le cas de Namor, qui quant à lui ne déposera pas les armes au sol. Seul de son côté, le protagoniste va libérer Thanos et l'Ordre Noir, fraîchement enfermés par les Illuminati pour lui venir en aide concernant les incursions. C'est la naissance de la Cabale, un groupe de personnages destinés à détruire les autres mondes lors des incursions. Et tout ça, c'est l'initiative de Namor. Pendant 8 mois, Namor et son équipe vont sauver la Terre 616 et maintenir sa survie alors que tous les autres ont abandonné le combat. Malheureusement, ce groupe ne peut pas durer éternellement. Très vite, Namor ne supportera plus de travailler avec la Cabale. Et pour cause, leur mission est simplement de détruire les mondes qui rentrent en collision avec le leur. Une bombe, une détonation, fin de l'histoire. Sauf que ce n'est pas comme ça que cela se produit. Thanos, l'incarnation de la mort, accompagné de l'Ordre Noir, prennent un malin plaisir à tuer, massacrer et anéantir les autres mondes. Ils abusent de la souffrance de leurs victimes, les font supplier. Bref, c'est de la torture et du sadisme. Et ça, Namor ne peut pas le supporter. Le Submariner finira donc par aller voir Dr Doom pour qu'il lui vienne en aide, mais sera finalement mis à la porte par Victor qui est déjà prêt à faire son ascension dans la future Secret Wars. Tout le monde a retourné sa veste face à Namor alors qu'il est celui qui a permis à la Terre de prospérer pendant presque un an. Le fils vengeur a bien grandi. Désigné comme un élu depuis son plus jeune âge, Namor a conscience de son unicité. Il sait à quel point il est puissant. Il sait qu'il est le seul à pouvoir véritablement protéger l'océan et les Atlantes, ce qui le pousse à être très arrogant et très sûr de lui. En étant considéré comme un vilain la plus grande majorité de sa vie dans l'univers Marvel, Namor n'est pas dupe. Il sait de quoi il est capable. Il peut être un véritable monstre, un véritable tyran. Ce n'est pas un hasard s'il peut collaborer avec d'autres vilains, ou s'il a rejoint les Defenders par exemple. À terme, Namor ne peut pas être compatible avec les Avengers. Il est une entité neutre qui a pour seul intérêt son peuple, les Atlantes.
Et bon, en réalité, Atlantis est avant tout une excuse pour Namor. Nous l'avons remarqué de par ses aventures, mais le Submariner n'est jamais vraiment dans son royaume. Il vagabonde toujours à gauche, à droite ou dans le monde de la surface. Il est en couple avec Lady Dorma mais ne la voit que de temps en temps. Bref, Namor agit avant tout quand même pour lui-même. Il est plutôt, en réalité, l'incarnation des mers. L'héritage vivant de Neptune, alias Poséidon, le vrai dieu des océans, dont d'ailleurs le trident a été conféré par Neptune lui-même à Namor. Et la condition hybride du personnage permet à nous, humains, de s'identifier à Namor et accessoirement surtout le relier aux histoires de la surface. Néanmoins, je dois vous avouer qu'il y a quand même, je trouve, un goût de gâché avec Namor. Le truc, c'est que la Seconde Guerre mondiale a totalement chamboulé le destin du personnage. En 1939, on est à l'aube des comics, à l'aube des super-héros, et Namor a en fait essuyé les pots cassés de l'histoire des comics. Le Submariner aurait pu être l'un des plus grands vilains de la firme, comme c'était annoncé dès sa première apparition. Mais faisant partie de la première poignée de super-héros à être développés en comics, Namor sera finalement adapté à de multiples reprises. C'est malheureux à dire, mais le personnage de Namor a quelque peu eu l'effet d'un brouillon en fait, permettant à Timely Publications d'expérimenter et lors de leur renaissance en Marvel Comics, de nous pondre l'incroyable âge d'argent et l'ère moderne que nous connaissons aujourd'hui. Namor est l'un des plus grands doyens de l'univers Marvel, un personnage qui a complètement marqué la firme et qui a permis de manière globale aux comics d'évoluer. Et tout ce que je vous raconte depuis le début de la vidéo, eh bien c'est tout ça qui rend Namor si unique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Et bon sang, Namor aura été l'un des personnages les plus compliqués qui m'ait été donné de faire. Il a suivi l'évolution complète de la firme Marvel depuis sa création, et du coup toute son histoire est incomplète, remplie d'incohérences ou d'éléments qui ont été grimés avec des comics reboot au fil des années. Et au final, face à tous ces nœuds, bien la solution ça a été que Namor soit rangé plutôt au second plan, comme une sorte d'accompagnateur de récit. Namor possède beaucoup d'histoires, il est quand même là depuis 1939, mais en réalité, peu sont véritablement marquantes. Namor est quelqu'un de très intéressant, mais au final, c'est quand même avant tout grâce à sa très longue longévité. Bref, même si la tâche fut complexe, ce fut un réel plaisir de rendre hommage à un tel personnage. J'espère que vous êtes satisfaits, plein de nouvelles vidéos Pourquoi sont-ils si uniques sont en préparation, sachez-le. En attendant, vous pouvez laisser un pouce bleu sur celle-ci, ainsi qu'un commentaire, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.